l'économie circulaire, il y a une forme de consensus sur le fait que c'est vertueux. Personne ne va vous dire un matin au café, le circulaire, j'aime pas, c'est trop vertueux, c'est trop bien pour l'environnement. Cependant, on éprouve encore pas mal de difficultés. On voit que le monde industriel éprouve des difficultés à associer la sémantique de l'économie circulaire avec celui de la performance et de la compétitivité. On va débattre de ça maintenant avec 3 invités qui vont me rejoindre et qui, s'y m'entendent, peuvent me rejoindre dès maintenant. Sandrine, Antoine et Régis. Bon, alors déjà, merci d'être avec nous. On va commencer par une question assez simple, peut-être la plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Normalement, je demande si vous allez bien, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, que vous êtes 3 et que vous avez l'air de bien aller, je vais aller directement aux présentations. Honneur aux femmes alors. Bonjour, donc Sandrine Catelin, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle OPO et qui accompagne les industriels dans leur transformation. La transformation de leurs opérations, de leur supply chain, assez classiquement. Et puis aussi une transformation qui prépare l'avenir, avec notamment des sujets de transformation digitale et de transformation vers des modèles circulaires. Très clair et concis, merci Sandrine. Antoine. Bonjour, Antoine Chalot, je suis le directeur opérationnel de ROSI. ROSI, on est une société qui recycle les matières premières dans l'industrie photovoltaïque, notamment les panneaux photovoltaïques en fin de vie et des déchets de production. Toujours aussi concis. Régis. Régis Dando, j'ai monté le site remanufacturing.fr après une expérience chez Brandt Industries où j'avais monté un projet pilote de remanufacture de tables à induction. Encore plus concis, il est très fort. Je ne sais pas si vous avez entendu le constat que j'ai fait, mais en fait, bon, déjà, on a un biais sémantique, c'est que quand on pense économie circulaire, on pense parfois trop recyclage. Et quand on pense recyclage, on a du mal à imaginer qu'on va réussir à avoir une qualité équivalente des nouveaux matériaux. Il y a beaucoup d'industriels qui s'en inquiètent, avec des infrastructures qui ont des cycles longs. Et donc le fait de recycler ou de remanufacturer, ils ont encore du mal à l'associer avec la capacité à être performant, un matériau performant, des pièces performantes. À quoi vous associez cette espèce d'antagonisme qu'on fait entre l'économie circulaire et la performance technique d'un produit ? Alors, je vais prendre le cas concret du photovoltaïque. En fait, la performance du matériau, elle est toujours atteignable, qu'on fasse de l'économie linéaire ou circulaire. La question, c'est quels moyens on se donne pour aller à cette performance-là. Et dans l'économie linéaire, aller vers la très haute performance, c'est des dizaines d'années de développement, de R&D chez les industriels. Dans l'économie circulaire, c'est la même chose. On part d'un autre matériau, on ne part pas d'une ressource naturelle, on part d'un déchet. Et on va chercher à faire des matériaux le plus performant possible à un coût qui reste raisonnable et compétitif face à l'économie linéaire parce que, mine de rien, on est toujours en concurrence avec cette économie linéaire et ces matériaux. Mais nous, chez ROSI, on a des matériaux recyclés qui sont aussi performants, voire plus performants que d'autres matériaux qui sont disponibles sur le marché. La question, c'est face à quels matériaux on va se comparer avec les matériaux que nous, on a recyclés avec un coût de traitement qui est compétitif face à ce qui existe sur le marché. Est-ce que se lancer aujourd'hui dans le recyclage de matériel photovoltaïque, c'est quelque chose que vous considérez comme courageux, c'est une question de mission d'engagement, ou est-ce que simplement vous êtes très pragmatique sur le fait que finalement il y a un vrai besoin et une pérennité économique qui se présentait à vous? Alors, bien sûr, ça nous tient à cœur et c'est un rêve de pouvoir changer l'industrie, mais c'est très pragmatique. L'industrie photovoltaïque, elle devient gigantesque au niveau mondial, principalement en Chine, j'espère demain en Europe et aux États-Unis et sur les autres continents. Mais elle consomme de plus en plus de ressources. Elle est en train de changer le monde du silicium, dont la principale consommation devient le photovoltaïque. Elle change le monde de l'argent, on recycle de l'argent, c'est 15% de la production mondiale qui est utilisée pour le photovoltaïque. En gros, elle est en train d'atteindre ses propres limites planétaires juste pour produire les panneaux. Donc si elle veut continuer à croître, à se développer, à créer cette nouvelle source d'énergie renouvelable sur Terre, il faut diminuer la consommation de ressources et se servir en partie de matières recyclées, que ce soit pendant la fabrication, recycler les matériaux pendant la fabrication, ou recycler les matériaux à la fin de la fabrication. Et
Nous, on a développé des procédés de recyclage qui sont compatibles économiquement avec ces enjeux-là. Bien sûr que si on n'était pas compétitif, ça serait resté à l'échelle du laboratoire et ça ne serait pas devenu une start-up qui a du succès et dans laquelle les investisseurs croient aujourd'hui. Très bien. Sandrine, sur la dimension, on va dire, un peu culturelle, voire sociologique, comment tu expliques, et est-ce qu'on arrivera à sortir de cette idée que quelqu'un qui a un modèle sur l'économie circulaire est un doux rêveur, qui se lève le matin et qui se bat uniquement, essentiellement pour la planète, alors qu'il est peut-être un entrepreneur qui a vu un potentiel marché important et une pérennité économique. Chez les industriels que tu accompagnes, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque encore ? Je ne sais pas si on peut dire que ça bloque, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui encore, le circulaire, le reconditionné, le recyclage, on vous pose tout de suite la question « Ah, vous devez être un militant écologique, vous devez penser à la planète du soir au matin, et finalement, vous êtes super sympathique, vous êtes sans doute pas très nombreux, et on prendra le mur avant que tout ceci ne change. » Alors c'est un peu caricatural, mais n'oublions pas que, et c'est ce que tu disais Antoine, on peut être circulaire, on peut transformer son modèle, on peut s'intéresser au reconditionnement et au recyclage, pas uniquement pour des raisons écologiques et environnementales, même si elles sont fondamentales. Et de la même manière, on peut faire du recyclage ou du circulaire sans être finalement tout à fait vertueux pour la planète. C'est un outil de production, c'est un outil qui peut avoir aussi une attractivité sur le marché, donc en réponse à une attente du marché. Et cette attente, elle peut être tirée par des convictions écologiques, elle peut être tirée aussi par un driver prix. Et elle peut être tirée par finalement une opportunité technologique qui va être bénéfique pour des processus. Donc non, on n'est pas uniquement dans le champ du militantisme environnemental, même si ça fait du bien à la planète et ça fait du bien aussi à la société et à l'humanité de penser peut-être autrement. Régis, est-ce que toi tu es un pragmatique ou un engagé natif? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce que disent tes deux? Moi je suis purement pragmatique. Pour rebondir ce que tu disais, c'est la performance économique, il faut la considérer en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la façon dont on va récupérer les produits, la façon dont on va traiter les produits, on aura en fait un certain niveau de performance fonctionnelle que l'on pourra valoriser. Et ce qui est important de considérer, c'est la rentabilité en fait de l'ensemble de la chaîne circulaire pour qu'elle soit performante par rapport à la chaîne linéaire. Sinon, on va revenir vers la chaîne linéaire qui sera plus intéressante. Donc l'idée, c'est de rendre plus intéressante donc, la chaîne circulaire. Très bien. Je vous propose qu'on prenne un exemple un peu concret. Bon, on a celui de Rosie. Antoine, on t'autorise à choisir ton propre exemple. Donnez à l'audience, s'il vous plaît, un exemple d'économie circulaire appliquée à l'industrie qui vous semble symptomatique de toutes les belles choses qu'on peut faire en la matière. Un exemple marquant, récent, de l'application du circulaire. Je leur dis 2 fois, comme ça vous permet de réfléchir à la réponse. À l'industrie manufacturière par extension. Sandrine. Alors, il y en a beaucoup. J'avais envie de parler d'une ETI industrielle qui s'appelle Montabert, qui est une ETI française et qui travaille notamment pour le secteur minier et pour casser de la pierre, et donc il fait je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait des espèces de grands marteaux qui permettent de casser la pierre. Et donc eux, ils ont un problème, c'est que d'abord, ils participent à un secteur, en tout cas ils équipent un secteur qui n'est pas forcément très environnemental, et puis ils produisent des équipements qui sont très onéreux, pour lesquels l'investissement est lourd et qui s'abîment parce que quand on casse de la pierre, eh bien, on abîme rapidement son marteau. Et donc l'idée, c'était de se dire, mais plutôt que finalement
avoir à extraire de plus en plus de ressources pour remplacer ces parties qui s'usent à l'usage, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer ces parties usagées, les retailler et puis les proposer sur d'autres types de marteaux, peut-être plus petits, peut-être pour d'autres usages. Et donc, comment est-ce qu'on fait comme ça un cercle vertueux qui diminue l'empreinte matière, et donc évidemment avec l'empreinte matière, l'empreinte énergétique, l'empreinte eau, de tout ce processus de manufacturing. C'est intéressant parce que tu parles d'un cas qui est profondément, en tout cas pas dans les clous de ce qu'on entend d'habitude de l'économie circulaire. En fait, les entreprises qui sont purement engagées environnementalement n'ont pas l'apanage du circulaire, et c'est un outil pour tout type d'entreprise. Voilà. Antoine, un exemple récent moi, je vais parler du photovoltaïque, qui est très concret. Le silicium, donc, qui est le matériau de base qui permet l'effet photovoltaïque, il sert dans pas mal d'industries différentes, mais le photovoltaïque, c'est en train de devenir la principale application. Le photovoltaïque, il se développe malheureusement principalement en Chine, et donc on se retrouve avec des tensions d'approvisionnement sur le marché, et la Chine devient le principal client. Donc les acteurs industriels européens, des très très grands chimistes, c'est Elkem, Dow Chemical, Wacker, Evonik, eux, ils vont se battre contre des acteurs qui sont à l'autre bout du monde, qui grossissent rapidement, et ils vont devoir faire ça, se battre sur ces matériaux, en même temps avec des objectifs de neutralité carbone en 2050. Donc ils vont essayer d'améliorer leurs procédés, améliorer leur sourcing, mais à un moment, l'économie circulaire, trouver un matériau recyclé, c'est une des uniques façons de réduire fortement leur impact et leur dépendance à des matériaux qui sont en concurrence au niveau mondial. Et donc, ils choisissent de travailler avec nous, aujourd'hui sur des petits volumes par rapport à leurs besoins, mais demain, on sera un des producteurs majeurs de silicium au niveau européen, à partir d'une ressource qui ne nécessite pas d'aller prélever du quartz. Pour information, une tonne de silicium, c'est 6 tonnes de matériaux prélevés dans la nature, et il n'y a rien qui est renouvelable là-dedans. Donc tout ce qu'on utilise en silicium, malheureusement, ce n'est pas renouvelable. Donc le fait de le recycler, c'est une des seules façons de diminuer cette demande au niveau mondial et de garder un peu de compétitivité au niveau de ces acteurs européens. Merci à vous deux. Régis, tu as un exemple en tête? Alors, ces deux exemples sont super intéressants parce que d'un côté, tu as du recyclage, et de l'autre, avec Montaber, tu as de la remanufacture de produits. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer en fait les différentes boucles de régénération en fait, que l'on peut avoir. Soit tu régénères la matière, soit tu régénères des composants, soit tu régénères des produits. L'idée, c'est de faire le plus possible de rétention de valeur qui a été mise dans le produit lorsqu'il a été fabriqué pour qu'il dure le plus longtemps possible. Donc sur certains cas, il est plus intéressant d'utiliser, d'appliquer en fait du recyclage, tel que les panneaux photovoltaïques. Ça n'aurait peu de sens, d'après ce que les échanges qu'on a eus, donc de faire de la remanufacture sur un panneau photovoltaïque au vu de à la fois le prix du produit par rapport à un produit neuf et un produit remanufacturé. En revanche, il est extrêmement pertinent de faire du recyclage. Sur les produits Montaber, par contre, ce sont des produits qui ont beaucoup de matière qui a été formée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fabrication en fait, des matières, tu as l'extraction qui est extrêmement impactante. Tu as toutes les étapes en fait, de séparation des minéraux, donc la minéralurgie. En fait, ces étapes-là qui sont aussi très impactantes. Et ensuite, tu as la mise en forme de ces matériaux avec la métallurgie. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'éviter de reproduire à chaque fois tout ce processus, et notamment la remanufacture ou le reconditionnement permet d'éviter de détruire complètement le produit. Donc, ça retient en fait la valeur et ça permet en fait de faire en sorte d'avoir une performance économique. On revient sur la performance économique qui est beaucoup plus élevée par rapport à donc une destruction complète en fait du produit. Tu vois. Quelles sont les contraintes majeures? Parce que, en fait, comme je le disais en introduction, tout le monde est d'accord sur le fait que tout ça, c'est très vertueux. Ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est des difficultés dans la mise en opération de ces nouveaux modèles, de ces nouvelles façons de faire. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés? Quels sont les grands écueils en matière d'effectuation? C'est-à-dire passer de l'idée que c'est bien et de faire un POC, comme on dit, au stade où finalement ça donne quelque chose qu'on peut passer à l'échelle. Qu'est-ce qui bloque et pourquoi c'est dur d'opérationnaliser ce type de changement?
Sandrine, est-ce que ça t'évoque des choses? Alors moi, j'aurais envie de mettre l'accent sur deux choses. D'abord, le gisement, le sourcing. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des produits qu'on veut reconditionner, qu'on veut remanufacturer, qu'on veut recycler? C'est peut-être là où c'est le plus facile. Mais finalement, si je reprends l'exemple de Montabert, c'est comment est-ce qu'on va voir son client et on lui dit « J'ai besoin de récupérer cette partie de votre équipement et je vous la revends après pour pouvoir la remanufacturer. » Donc le gisement est un problème. Et l'autre chose, c'est le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir le meilleur produit remanufacturé au monde. Si le marché n'est pas prêt à accepter ce produit reconditionné, remanufacturé, rétrofité, ben en fait, il n'y a aucune performance économique, environnementale ou sociale qui est possible. Et aujourd'hui, le marché associe, je vais faire un raccourci, mais un peu trop facilement, cette proposition-là à de l'occasion, donc à quelque chose d'usagé, donc à quelque chose qu'on va payer pas très cher. Et donc, notamment quand vous êtes producteur de produits remanufacturés avec peu de valeur, ben vous avez beaucoup de mal à monter un modèle économique qui fonctionne. Donc ça fonctionne plutôt bien quand vous avez des gros équipements, que c'est cher, voilà. Mais quand vous êtes sur des petits équipements, ben c'est beaucoup plus compliqué de trouver la bonne équation économique parce que ce marché n'est pas encore prêt à payer pour un produit reconditionné, disons, à prix équivalent au produit neuf, par exemple. Super clair, merci Sandrine. Antoine, alors tu es bien placé parce que les opérations, c'est quand même un petit peu ton rayon. Ouais, alors, nous, on a de la chance, on est sur la revente de matériaux. Donc les matériaux, ils ont des performances. Et en fonction de ces performances, les clients, ils sont prêts à payer un prix, que ce soit recyclé ou pas. Alors, ils sont plus ou moins habitués à avoir du recyclé. Mais généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Après quelques tests, ils acceptent. Et du coup, nos défis, c'est pas tellement de vendre ces matériaux, c'est de produire ces matériaux à grande échelle. Et en fait, on a les mêmes défis que ceux qui ont été discutés dans des tables rondes précédentes. C'est des défis d'industrialisation. Comment on passe de là où on en est, une première étape industrielle, à une seconde étape industrielle, où on diminue les coûts de traitement, où on augmente les capacités de traitement, etc. Donc ça veut dire travailler avec des bons partenaires industriels, des fabricants d'équipements, ça veut dire recruter les bonnes personnes, ça veut dire optimiser la logistique de récupération. On a de la chance en France, nous, la collecte, elle marche bien. On a un éco-organisme, une filière qui est contrôlée pour collecter les panneaux et les récupérer jusqu'à notre usine. Dans d'autres pays, c'est moins évident. Donc la collecte, ça reste quand même un des points importants dans le recyclage et dans toutes les étapes de l'économie circulaire. Quand c'est en interne, c'est facile. Quand il commence à y avoir pas mal d'acteurs en jeu, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est important. Mais un des défis majeurs, c'est de passer à l'échelle, parce qu'on est face à une économie linéaire qui atteint des telles échelles, des telles réductions de coûts que c'est très difficile d'être compétitif à petite échelle. Régis, si tu avais un commentaire. Oui, assez rapidement, deux défis donc, qui sont majeurs. C'est la terminologie qu'on utilise. Entre un produit d'occasion, donc c'est un produit qu'on prend et qu'on remet sur le marché tel que, sans aucune quasiment vérification de la performance du produit, et un produit qui est reconditionné, qui passe par un processus industriel qui est rigoureux, qui est standardisé et qui permet de retrouver les performances initiales du produit. Quand le client comprend ça, que c'est un produit remanufacturé aux mêmes performances, voire des performances supérieures, à moins 30%, moins 40% du prix du neuf, il va là-dessus, puisque forcément, il a un avantage donc, économique extrêmement intéressant. Donc, c'est ce côté terminologie. Deuxième côté, très rapidement, c'est la réglementation. Et là, c'est extrêmement important de faire des actions auprès de la Commission européenne, auprès des gouvernements, pour faire évoluer justement les normes, les réglementations, pour permettre de favoriser en fait ces types d'activités. Est-ce que c'est aussi peut-être ta façon de dire qu'aujourd'hui la taxonomie et les lois pavent encore trop la voie des modèles linéaires et que finalement, pour passer à l'échelle, c'est quand même compliqué de lutter face à un système Tout à fait. Alors, il y a les détracteurs de ce que je viens de dire diraient en gros, ça avance déjà vachement vite. Il y a eu plein de choses, la loi AGEC, etc. Et puis les gens qui sont dedans tous les jours, qu'est-ce qu'ils pensent finalement? Antoine, vous avez le sentiment que ça pave la voie de votre activité, ce qui se passe au niveau légal et au niveau de la taxonomie? Alors oui,
tout ce qui est empreinte carbone, c'est en train d'accélérer. Ça a mis beaucoup de temps quand même. Ça fait 20 ans qu'il y a des réglementations sur le sujet en Europe. Ça commence à avoir des effets. Maintenant, on peut dire que tous les grands groupes ont des objectifs qui les forcent à prendre des actions concrètes et à changer leur façon On l'a vu sur ce salon de travailler. Donc ça c'est bien et nous, on le voit dans nos interactions. Après, l'économie circulaire en tant que telle, le réemploi, le remanufacturing et derrière le recyclage, il y a quand même des objectifs qui sont loin d'être l'idéal qu'on est en droit d'attendre de l'économie de demain. Et du coup, ça va mettre du temps. Ça va mettre probablement 30 ans avant d'arriver à vraiment transformer cette industrie. Mais en même temps, des années 50 aux années 80, on est passé d'une société quand même plutôt rurale en France, avec peu d'équipements, à une société très équipée. Ça a mis 30 ans et on a changé complètement l'économie française et l'économie européenne en général. Donc, il peut se passer la même chose si on arrive à trouver les bonnes politiques pour soutenir ça. Très clair. Sandrine, un commentaire sur cet aspect-là? J'ai pas de commentaire sur l'aspect réglementaire. En revanche, alors ça ouvre un peu le débat, mais j'ai un commentaire sur des compétences, sur l'appétence dans les entreprises. Dans des entreprises qui sont linéaires, dans des entreprises qui travaillent de manière, je dirais, classique, entre guillemets, et qui veulent aussi innover avec le circulaire. C'est de l'innovation, donc c'est beaucoup de créativité, c'est un peu de risque aussi, évidemment, c'est pas toujours facile de faire ça. Et puis c'est comment faire cohabiter finalement une innovation circulaire et puis encore la majorité du business en linéaire et de laisser personne croire qu'il y a des gens qui ont de la chance finalement de travailler pour le circulaire et le monde de demain et puis les autres qui font juste travailler l'entreprise et la faire perdurer. Donc je pense qu'il y a un vrai effort de transformation à faire qui n'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait pour innover avec la legacy, avec l'histoire de l'entreprise, ses compétences historiques, son modèle économique historique, son marché historique. Et donc ça, c'est pas réglementaire, c'est culturel. Et c'est vraiment un travail de transformation qui, à mon avis, aussi est une tâche importante pour les dirigeants et les collaborateurs en général de ces entreprises. Très clair. On se rapproche quand même très dangereusement de la fin. Si vous aviez 10 secondes pour nous partager une personne, un bouquin, une lecture que n'importe quel dirigeant industriel présent sur ce salon devrait lire pour mettre le pied à l'étrier, lequel serait-elle? Je vais faire un petit peu de diversion. Je voulais juste préciser, je pense que c'est important. On a beaucoup parlé en fait de performance économique, mais a été évoquée donc la performance sociale et environnementale. Donc je voulais juste faire un point là-dessus en disant que les entreprises qui réussiront demain, ce seront celles qui prendront en compte en fait ces trois dimensions. Et il faut le faire très rapidement. Donc je terminerai là-dessus. Excuse-moi pour la C'était très court, ça compte pas. Sandrine, quelque chose qui te vient? Un film, un bouquin, tout ce que tu veux. Une personne. Alors bon, j'ai pas de ressources bibliographiques en tête. J'ai juste envie de vous proposer de revoir les Shadocks. Pourquoi les Shadocks? Parce qu'en fait, il faut jamais oublier qu'on peut penser autrement, qu'on peut se regarder avec beaucoup d'humour et qu'on peut finalement avoir un peu d'audace tout en étant très bienveillant avec nous-mêmes et en se disant que voilà, tout ça n'est pas grave, qu'on trouvera des solutions créatives pour l'avenir. Le mot de la fin pour toi, Antoine. Et moi, j'ai lu récemment la ville stationnaire de Philippe Biwix et quelques autres personnes. C'est sur l'urbanisme et c'est comment réfléchir à habiter le territoire sans consommer plus de ressources, d'espace, etc. Et je pense qu'il faut, dans l'industrie, avoir ce type de réflexion. Comment on arrive à avoir les mêmes services auxquels on s'est habitué, qui ont beaucoup de bénéfices pour notre vie, en abîmant moins la planète. Et je pense que ça, c'est un énorme défi pour l'industrie en général. Et moi, je recommanderais d'écouter Circular for Good, qui est vraiment super. Bravo Aurélien pour ce que tu fais, parce que vraiment, ce sont des podcasts qui sont top. C'est gentil. On précisera à l'audience que je ne t'ai pas payé pour cette intervention. Je vous remercie tous les trois, c'était super intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés.